Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'ai été tenté de commencer ce que je vais vous dire aujourd'hui par cette introduction. Le bateau algérien continue de naviguer à vue vers l'inéluctable naufrage. Mais je me suis vite rendu compte que ma formulation a été fondamentalement erronée. Parce que le bateau Algérie ne navigue malheureusement pas à vue. Je dis malheureusement parce que cela aurait été d'un moindre mal. En fait, il ne navigue pas. Il est emporté par un courant et des vents que personne ne peut contrôler. Et il ne navigue pas à vue, le bateau Algérie, mais dans le brouillard le plus épais. Et encore pire. Et cet autre facteur dans la problématique, autrement plus périlleux, autrement moins aléatoire, puisqu'il est d'une redoutable efficacité dans l'accomplissement de ce qui va arriver, à Dieu ne plaise, si le peuple algérien ne fait pas en sorte que cela ne se produise pas. Cet autre facteur qui décuple et accélère le risque de naufrage et qui ne laisse aucune chance au bateau Algérie de pouvoir accoster, cet autre facteur se trouve dans l'identité même de ceux qui tiennent le gouvernail, des flibustiers, des forces qui ont lancé le grappin sur le bateau Algérie, qui l'ont pris à l'abordage, qui l'ont investi, qui l'ont tué son commandant de bord, jeté tous les membres de son équipage par-dessus bord et qui en ont confié le gouvernail à des marioles, à des bouffons tragiques qui ne savent même pas ce qu'est bâbord, tribord, un cap, un gouvernail, une boussole, une voilure, une proue, une poupe. Ils pensaient, les frères de la côtelette, qu'il suffisait de doter ce curieux équipage de tenues de marins pour en faire des navigateurs. Et c'est ainsi que vogue la galère, que vogue le bateau Algérie au gré des vents en attendant d'échouer sur l'inéluctable écueil. Mais peut-être faut-il rappeler que malgré leur incapacité à piloter le bateau dont ils ont pris le contrôle, le bateau Algérie, dont ils ont pris le contrôle par la force, la subversion, la violence. Peut-être faut-il rappeler que pour ce qui est de leur propre survie, à ces flibustiers, à ces frères de la côtelette, ils ne sont pas aussi désarmés que pour celle des passagers du même bateau, puisque pour ce qui les concerne, dans ce bateau Algérie qu'ils abordent et qu'ils mènent à sa perte, ils se sont pourtant ménagés des canaux de secours, avec des bouées de sauvetage et un généreux viatique pour la route, pour pouvoir fuir le bateau quand viendra l'inévitable naufrage. Ils quitteront alors ce malheureux bateau. Ils le quitteront en même temps que tous les rats qui sont à bord, pour se rendre dans les Eldorado où ils ont déjà caché le fruit de leur piraterie, où ils ont déjà planqué leur famille, leur progéniture, et où ils couleront des jours heureux à bord de luxueux bateaux de plaisance, pilotés par des équipages sérieux et hautement qualifiés. Et en attendant, vogue la galère. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لمي
20 ما كفاك زوالي Algérie, la dérive et le déni. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, comme à chaque lundi, nos trois amis, analystes politiques, chroniqueurs, Idir Ounoren, Brahim Younsi, Karim Naït Ousliman. Merci mes chers amis, à vous trois d'être avec nous. Nous sommes désolés pour ce retard pris sur le début de l'émission que nous allons rattraper. Cette émission se déroulera en 52 minutes, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par Brahim Younsi, mais avant, Brahim Younsi, j'aimerais vous faire écouter Monsieur Tebboune, Monsieur Tebboune en train de rendre compte au secrétaire d'État américain, rappelez-vous, pour donner un peu le ton de l'émission, Monsieur Blinken, secrétaire d'État américain, auquel Monsieur Tebboune avait dit, entre autres points du compte rendu, du véritable compte rendu, que l'Algérie allait produire 30 millions de tonnes de blé par an. Ça veut dire un peu plus que 10 fois ce qu'elle produit en ce moment et qu'elle allait... Écoutons-le. Allez, écoutons Monsieur Tebboune. وهنا جاءت التعليمات بالاستعمال الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وبتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى السيرغاز وتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية. وهنا جاءت التعليمات بالاستعمال الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وبتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى السيرغاز وتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية. وهنا Alors la petite erreur, c'était plutôt le point sur l'énergie solaire. Il avait demandé à toutes les communes d'Algérie et à deux secteurs de la vie publique, la santé et l'éducation, de passer dans moins de 3 mois à l'énergie solaire. Et là, nous allons l'écouter en train de rendre compte à M. Blinken sur son projet de produire 30 millions de tonnes de blé par an. Écoutons. Nous avons de très très grands projets structurants pour le pays. Premier projet, c'est reprendre notre agriculture parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de ceci. On peut le faire. On peut le faire. C'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions. Et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. كما تمخض خلال هذا الاجتماع في قطاع الموارد المائية العديد من القرارات أهمها إنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر تحت وصاية وزارة الطاقة، إنشاء محطات جديدة للتحلية مع مراعاة سرعة الإنجاز واختيار الاستراتيجي لموقعها، تفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه. كما تمخض خلال هذا الاجتماع في قطاع الموارد المائية العديد من القرارات أهمها إنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر تحت وصاية وزارة الطاقة، إنشاء محطات جديدة للتحلية مع مراعاة سرعة الإنجاز واختيار الاستراتيجي لموقعها، تفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه. كما تمخض خلال هذا Alors, Brahim Younsi, je m'excuse, ça a été un peu... Bon, c'est pas grave. Nous avons écouté M. Tebboune nous parler de l'énergie solaire en 3 mois. Nous avons écouté M. Tebboune en train de rendre compte au secrétaire d'État américain pour lui dire que l'Algérie allait produire 30 millions de tonnes de blé par an. Et nous l'avons écouté l'année passée, en mai, le 20 mai de l'année passée. Nous parler de cette fameuse station de dessalement de l'eau de mer
Il n'y a rien eu. Cette fameuse agence qui devait s'occuper de ça, il n'y a rien eu. Et là, ils reprennent la même chanson pour nous dire qu'ils vont lancer le même processus. Je vous laisse, c'était des exemples que je voulais donner, Brahim Younsi, sur ce penchant de M. Tebboune de se prendre au sérieux quand il dit des choses absolument incroyables. Si vous pouviez nous expliquer un peu, nous dire ce que vous en pensez. Pardon pour cette trop longue introduction. Vous êtes le 9 à bord. Merci. D'abord, je salue mes amis Idir et Karim, que nous retrouvons avec plaisir. Vous savez, c'est quand Tebboune rêve, parce qu'il fait souvent des rêves éveillés, mais quand Tebboune rêve, le peuple fait des cauchemars. Alors à chaque fois qu'on l'entend, on fait des cauchemars. En tout cas, moi, je fais des cauchemars. Le pouvoir, et il me semble que c'est caractéristique chez M. Tebboune, Abdelmajid, le pouvoir, dans le cas de Tebboune, a un lien étroit avec la psychiatrie. Plus le temps passe et plus je me convainc de cela. Le pouvoir rend fou, apparemment. Et vous le savez, la littérature en est remplie de ce type de récits depuis l'Antiquité. Des cas que des auteurs comme Tacite, Suétone ou Shakespeare ont décrit. C'est dire que le pouvoir rend fou. Mais permettez-moi, parce que c'est en quelque sorte de cela dont il s'agit, j'avais eu à l'époque Mohamed Harbi, que je salue au passage, peut-être qu'il est à l'écoute et qu'il nous regarde. Mohamed Harbi m'avait demandé ce que je pensais d'une formule qu'il voulait employer dans ses mémoires à propos d'Ahmed Ben Bella. Il m'a dit: qu'est-ce que tu penses de vérité au pluriel, les vérités multiples? Bon, je lui ai donné une réponse que je ne vais pas, parce qu'elle a été longue, parce que la question est aussi philosophique. Mais nous sommes dans ce que certains appellent les vérités multiples. Et certains réduisent les vérités multiples à un mensonge incessant, un mensonge perpétuel. Et Abdelmajid Tebboune est indéniablement dans le mensonge incessant et le mensonge perpétuel. Il est véritablement dans la folie. On ne peut pas employer un autre mot. Idir Nouren, sur le même sujet. Maintenant, moi je commenterai sur un autre plan. Ça montre carrément l'impréparation de M. Tebboune au poste de président de la République. Ça montre aussi le dysfonctionnement au niveau de ses conseillers, de son cabinet. Ça acte aussi l'impéritie du gouvernement, au-delà des effets d'annonce qui font partie de l'ingénierie politique. Et encore, ça reste très inefficace. Moi, je ne m'attarderai pas à cette présentation devant M. Blinken qui relève, comme l'a dit Ibrahim, je vais adoucir un peu, je ne dirais pas de la folie, mais de la neuropsychiatrie. Par contre, il y a des dossiers sur lesquels il faut absolument revenir. Où en est-on des assises de la santé? C'est facile à organiser. Où en est-on des assises de l'industrie? Où en est-on du passage dans le secteur de l'éducation à l'énergie solaire au moins de 3 mois, où en est-on du rapatriement des avoirs criminels de l'oligarchie civilo-militaire. Ça fait partie, me semble-t-il, des actes de la vie publique algérienne qui n'ont pas été remplis. Et quand il dit, vous avez passé de petites images sur les usines de dessalement, ce projet était déjà à l'ordre du jour en 2021. Moi, il me semble que dans le discours de M. Tebboune, il n'est pas du tout préparé à la fonction de président de la République.
On reviendra ensuite sur la remise sur le billet, d'Air Algérie pour nos pèlerins. C'est toutes ces questions-là. Et toutes ces pratiques actent une seule chose, M. Benchelouf, c'est que nous sommes un pays à l'arrêt. Nous sommes un pays à l'arrêt. Et je vais peut-être faire sourire mes amis Karim et Ibrahim. C'est des comités théodules. Ils n'ont aucune espèce d'impact sur la société, parce que la société sait très bien qu'avec cette gouvernance, avec ce climat délétère, avec la crise économique, la crise financière, ils ne font pas confiance à ceux qui les dirigent. Et donc ça participe, comme vous l'avez si bien dit, vous avez souligné le côté erroné, c'est vraiment ça, c'est un naufrage, et il serait temps que ce naufrage s'arrête. Karim Naït Ousliman, sur la même question. D'abord, je commence par vous saluer, Jamaldine, et saluer aussi mes amis Deidir et Dabrahim, et les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Et puis, en ce qui concerne les sorties indescriptibles de Tebboune, je dirais qu'elle révèle une chose très très importante, c'est tout simplement le prélude de la fin de ce régime, avec tout ce que ça implique de négatif. J'explique pourquoi. La fin de ce régime, parce que le régime est en train de perdre sa façade institutionnelle, c'est-à-dire la fonction présidentielle, par exemple, n'est plus représentative, ne serait-ce que dans la forme, sans aller dans le fond. Ne serait-ce que formellement, l'homme qu'ils ont placé au palais d'Al-Mouradia, contrairement à Bouteflika, qui jouait bien son rôle, ou même, comment s'appelait celui qui était avant Bouteflika dans les années 90, le général, ou Zelwel, même Zelwel, dont la forme accomplissait ses fonctions, on va dire formellement. Là, le système a mis en place un homme qui, même au niveau du langage, au niveau de la posture, au niveau de l'incarnation, n'arrive pas à porter ce costume qui est très très grand pour lui. Et ça révèle une maladie profonde de ce régime, c'est-à-dire c'est un régime qui est vraiment en fin de vie. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, par contre, ça n'est pas très réjouissant, parce que la fin de ce régime est en train de s'accompagner, malheureusement, par le délitement de l'État, c'est-à-dire un effondrement total. C'est une folie institutionnelle et politique. Le monde va dans un sens, ce régime, et malheureusement, l'État algérien va dans un autre sens. Je pense même dire le mot président ou le mot État ou programme ou économie, je pense que c'est déjà exagéré. Parce que malheureusement, dans le cas de l'Algérie, avec ce 6e mandat de ce système par Tebboune, c'est le système post-Bouteflika sans Bouteflika, et donc l'État algérien, même au niveau de la forme, ne tient plus la route, et donc on ne peut plus le traiter même du mot État, parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de volonté aussi, il n'y a même pas de capacité justement à tracer cette vision. Donc malheureusement, c'est ça la situation actuelle de l'Algérie, et c'est ça ce que montrent à chaque fois les interventions de Tebboune. Alors, une autre question pour vous, un autre tour de micro sur cette question avant de passer au suivant. Mes chers amis, comment expliquez-vous cette incroyable transformation de M. Tebboune que nous connaissons depuis longtemps, que tous les Algériens connaissent, et pour cause, puisque ça fait plus de 50 ans qu'il est aux affaires, comme on dit, depuis chef de Daïra jusqu'à Premier ministre. Tout le monde connaît cet aspect de lui très effacé, presque pusillanime, très doux, très conciliant, et là, ce qui redevient un lion en train de rugir dans sa savane, entouré de gens qui sont à ses pieds, et qui est devenu très autoritaire, et qui dispose du pays comme s'il était un monarque avec une cassette royale. Il a décidé, par exemple,
d'accorder une réduction de 10 millions de centimes sur les billets Hajj, par exemple. Il a décidé d'accorder des indemnités et d'autres pendant le Covid, pendant des indemnités aux médecins, de façon unilatérale, sans passer par son gouvernement, par les institutions. Comment expliquez-vous cette brusque, brutale, soudaine, incroyable transformation du personnage au point où il est dans le déni le plus total. Il refuse de voir la vérité. C'est comme s'il venait de recevoir en partage un royaume tombé du ciel, comme ça, du jour au lendemain. Brahim Younsi. Justement, c'est la raison pour laquelle je ne le fais quasiment jamais. On demande aux candidats à la présidence de la République, chez nous, un bulletin de santé, d'avoir un certificat médical établi par un médecin assermenté, mais on ne leur demande jamais de montrer leur état sain sur le plan psychiatrique. Or, nous sommes passés par certaines phases où, ce dont vous parlez là tout de suite, il y a, permettez-moi l'expression, Abdelbadjid Tebboune me paraît être dans ce que l'on appelle la jubilologie. Il jubile. Il est hors du temps. Il n'a pas même la vision de l'histoire. Il n'a pas la vision de la réalité. Il n'est pas dans la réalité. Parce qu'il n'a jamais pensé devenir, voire ministre, Premier ministre et puis président de la République. Cela monte à la tête d'un individu qui subitement pense être le maître d'un pays et d'un peuple. Est-ce que son entourage, Brahim Younsi, est-ce que son entourage, et on sait de quoi est composé son entourage, est-ce que son entourage ne contribue pas à lui donner la grosse tête par tout ce protocole que nous connaissons, par tous ces chichis où il devient réellement un souverain entouré de sa cour? Est-ce que tout cela n'a pas procédé à cette transformation? Certainement, certainement. Si chez Bouteflika, c'était, j'allais dire, quelque chose d'inné, cette façon de faire, de se prendre pour le roi soleil, et Tebboune est devenu subitement, parce qu'il a perdu le sens des réalités, et son entourage, effectivement, le pousse à être ce qu'il est. Lui qui avait dit qu'il ne fallait pas l'appeler Fakhamatuhu, il agit en Fakhamatuhu. Il agit en super majesté. Et il déambule comme déambulerait Louis XIV. C'est dire que cet homme a totalement perdu le sens des réalités, c'est tant est qu'il avait le sens des réalités. Et c'est la raison pour laquelle il va dans tous les sens. Et il accorde des avantages où il décide de donner ou de soustraire des choses aux citoyens, à la population, etc. Il est la toute-puissance. Il joue à la toute-puissance parce que ceux qui l'ont mis à ce poste lui ont donné la toute-puissance visible, la toute-puissance visible. Mais il y a cette toute-puissance qui vient d'ailleurs, cette toute-puissance occulte. Idir Ounourn, sur la même question, et quand je dis son entourage, est-ce que son entourage n'a pas contribué à lui donner cette grosse tête? Je parle aussi de toute cette société civile préfabriquée, composée de partis maison, de syndicats maison, de journaux à la solde, de justice à la solde, et de tous ces alliés, de tous ces relais naturels que le régime s'est aménagé et qui font chorus pour chanter, crier les louanges du roi Soleil, comme le dit si bien Brahim Younsi. Moi, j'ai eu à dire que le régime algérien, le régime de la présidence algérienne est un régime hyper présidentialisé. Il a des pouvoirs de droit divin, et ça, je l'avais dit souvent. Cependant, ce n'est pas juste par ces effets d'annonce irréfléchis, je dirais même impréparés du tout, ces effets d'annonce qui ne tiennent pas la route. Regardez simplement ce qu'il avait promis pour les usines de dessalement de l'eau de mer et qui, un an après,
sont encore à l'ordre du jour, alors que c'est un problème vital et que les citoyens, même des grandes villes et dans l'arrière-pays, ne sont pas alimentés en eau potable. Ce président est déconnecté du monde. Brahim a dit qu'il est déconnecté de la réalité. Je dirais pire, il est déconnecté du réel. Évidemment que son entourage, il faut aussi incriminer son entourage qui, à la limite, aurait dû préparer certains dossiers. Regardez même préparation qu'il a quand il s'agit des relations internationales. C'est quand même alarmant et ça n'augure rien de bon pour l'image du pays. D'abord, ça l'altère, ça la lénifie, ça la stérilise. Regardez, sur tous les continents, notre voix n'est pas entendue. On a passé sous silence la visite du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en Amérique du Sud, une longue tournée. Il a fait plusieurs capitales pour essayer de redonner un peu de souffle à la diplomatie. Mais quand vous additionnez le côté surréaliste de ces propositions, le côté, je dirais même plus, le côté qui nous affole, c'est pas lui il nous affole à nous, parce qu'il met par ses interventions, par ses promesses non tenues, par beaucoup de choses. C'est-à-dire, si on fait le bilan de M. Tebboune d'un point de vue économique, social, culturel, il n'a même pas su, même au niveau sociétal, faire des avancées assez importantes. Et parallèlement à ça, vous additionnez les effets d'annonce, les créations de comités Théodule, comme je l'ai dit, plus les maladresses, je dirais, plus des fautes politiques importantes. Quand il s'agit des relations internationales, la boucle est bouclée. Je veux dire par là, son impréparation est là, elle est devant nous. Comment faire, comment la gérer? Le pays est à l'arrêt, comme je le dis. Maintenant, il s'agit d'essayer de voir quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions institutionnelles? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cet état de paix? Parce que ça ne sert à rien de faire dans du factuel et d'écrire une situation que tout le monde connaît. Il faut maintenant alerter l'opinion et proposer pratiquement un espèce de cabinet fantôme qui serait en opposition totale avec ce que fait le gouvernement. Comment peut-il, M. Tebboune, excusez-moi M. Benchenouf, je ne suis pas très rapide, comment peut-il parler dans le compte-rendu du Conseil des ministres, il a sommé le ministère des Finances de préparer le décret pour la création de la banque du logement. Vous imaginez, un mois. Oui, un mois, oui. Est-ce que c'est raisonnable? Et c'est un gouvernement qui, au bout de 30 mois, et bientôt on va aller à la louche, on va exagérer un petit peu, qui a presque 3 ans de présence aux affaires de l'État, qui n'a même pas été capable de rédiger un cahier des charges pour l'industrie automobile. De qui se moque-t-on? Donc ça, il faut le dénoncer à tout prix. Ça, c'est le rôle de l'opposition légale installée, c'est des personnalités politiques qui doivent justement dénoncer carrément, parce il faut dénoncer cette impéritie à la fois de la présidence de la République et de l'équipe présidentielle et du gouvernement. Sans oublier quelque chose de très important, c'est que le commandement militaire a une grosse responsabilité dans cette affaire. On a tendance à l'ignorer. Et ce commandement militaire qui a pris toute la place à cause de ce fameux article 30 dans son alinéa 4, dans la vie politique et publique du pays. Et c'est ça le danger aussi. Est-ce que c'est toutes ces questions qui doivent agiter l'opposition politique actuellement? Alors, Karim Naït Suleiman, avant de vous donner la parole et pour apporter de l'eau au moulin de notre ami Idir, parlons justement de ces relais qui contribuent à donner la grosse tête à M. Tebboune. Écoutez ce qu'écrit la presse, inféodée au régime, entre autres l'APS. Je vais essayer de vous lire quelques passages. Alors, en Afrique, dans la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et dans le bassin méditerranéen, on respire mieux depuis l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune. En accédant à la magistrature suprême, le président Tebboune avait conscience de ce qu'il attend sur le front interne et sur le front international. Plus que des mots, le pays a un grand besoin d'actes. Le chef de l'État n'a pas perdu son temps. Il a très vite lancé les chantiers institutionnels, économiques et politiques pour changer la pratique du pouvoir et repenser un modèle démocratique
qui était au pied du mur. Il fallait aussi redonner des couleurs à un appareil diplomatique désemparé, chose faite. En un laps de temps très court, le président Tebboune a replacé l'Algérie dans l'échiquier mondial. Le pays a retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Je rajoute, l'Algérie sur tous les fronts, elle occupe la scène, elle s'apprête à organiser un important sommet des pays arabes, un sommet qui promet et qui se veut rassembleur. L'Algérie est incontournable, la posture de son président qui n'oscille jamais d'une position à l'autre comme une pendule contribue à son rayonnement et je passe sur tout le reste. Karim Naïtou Slimane, est-ce que c'est tout cela qui a finalement façonné ce M. Tebboune tel qu'il nous apparaît aujourd'hui dans toute sa splendeur, j'allais dire? Non, Djamel-Din, vous savez très bien, c'est pas un hyper-président. C'est un sous-président. C'est pas un président du tout. C'est un script. Il est en train de lire un script. Il est en train de jouer un rôle. Et on lui laisse une marge de manœuvre verbale. Hein. Cette marge de manœuvre, elle est appuyée par un ensemble d'appareils gérés par la police politique, hein, comme par exemple l'APS, comme toute la presse nationale. Et puis aussi un ensemble aussi de figurants, des figures médiatiques, voire même politiques ou plutôt politiques. Hein. Et puis voilà, et lui, il joue son rôle. Mais au contraire, on ne peut pas dire de lui que c'est un hyper-président parce qu'il fait qu'annoncer des choses, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Donc ça fait rire les gens. Je voulais parler de la diplomatie algérienne à l'international, alors que ne serait-ce par exemple sur son dossier phare, le dossier par excellence de la diplomatie algérienne qui est le Sahara occidental, je rappelle qu'ils l'ont perdu sur tous les niveaux. Hein. La diplomatie marocaine enregistre à chaque fois des victoires par rapport à ce que fait la diplomatie algérienne. Donc, moi, je ne prends même pas ça, je ne peux même pas analyser ça sérieusement. On sait très bien la situation en Algérie, on sait très bien comment Tebboune est arrivé au pouvoir, on sait très bien comment son gouvernement est formé, hein, On sait très bien aussi comment ce qu'on appelle l'opposition politique en Algérie, hormis quelques figures rares et quelques partis rares, qui sont empêchés d'ailleurs de parler, de s'exprimer. Mais sinon, on sait très bien ce que vaut l'opposition politique en Algérie. Et donc voilà, c'est une vaste pièce, c'est une vaste fumisterie, une pièce de théâtre à ciel ouvert. Malheureusement, les spectateurs qui sont le public, qui sont les Algériens, malheureusement, nous ne payons pas de billets d'entrée, nous ne sommes pas obligés d'acheter un ticket d'entrée parce que nous payons de notre vie, nous payons de notre malheur quotidien. C'est le malheur, la misère que nous partageons, que ce soit en Algérie pour ceux qui sont en Algérie, que ce soit à travers le monde pour la diaspora algérienne. C'est ce malheur-là que nous vivons quotidiennement qui est le prix pour cette pièce de théâtre dont un des acteurs, un des figurants, un des protagonistes est M. Tebboune. Mais sinon, politiquement, moi je vois qu'il n'a aucun pouvoir politique. Voilà. Très bien. Alors nous allons passer au deuxième volet de un deuxième tour de micro, un tour de micro sur cette question. Monsieur le grand timonier vient de définir le cap. Le prochain cap, c'est l'élaboration d'une législation, d'une nouvelle loi, d'un projet de loi sur l'audiovisuel où il précise, monsieur le grand timonier, que dans le cadre de la liberté d'expression et dans l'intérêt du pays et des citoyens, il faut mettre en place une loi relative à l'information et il dit mettre en place un système de loi pour que la presse puisse transmettre, communiquer la réalité
de la situation dans le respect de l'éthique et des principes d'une presse réellement indépendante. On croit rêver. Nous allons écouter et regarder ceci et je vous donne la parole, Brahim Younsi. قانون نشاط السمع البصري مشروع حاضر في جدول أعمال مجلس الوزراء، وهنا أكد السيد الرئيس على أهميته ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية في إطار حرية التعبير بما يخدم الوطن والمواطن، والابتعاد عن الأساليب غير المهنية في نقل الواقع والتوجه إلى الاحترافية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا المتخصصة والاستقصائية. Brahim Younsi, ils reviennent sur ce fameux projet de loi de l'audiovisuel, etc. Rappelons que l'Algérie compte à peu près une quarantaine de chaînes de télé qui activent dans la plus parfaite illégalité. Elles sont toutes de droit étranger, mais qui sont censées n'avoir que des bureaux à Alger. Or, elles ont toutes des équipes de rédaction. Et pour cause, le régime ne veut pas les agréer pour qu'elles restent fragiles. Le premier qui branche, il le ferme, comme il l'a fait pour Atlas TV, le Watan TV. Sinon, il y a à peu près 180 titres de la presse écrite. Mais personne ne branche. Rien, il n'y a pas, à part 2 ou 3 journaux Internet qui essayent. Le reste, ils sont à la soupe, ils sont à la mangeoire, ils sont au râtelier. Et malgré ça, M. Tebboune est en train de nous dire non, il faut mettre de l'ordre dans ce foutoir, pardonnez-moi le terme. Brahim Younsi. Juste un mot sur le sujet précédent. Alors que la démoralisation a atteint la nation au plus haut niveau, Abdelmajid Tebboune et son entourage sont vraiment dans l'exaltation maladive. Et on le voit avec ce sujet que vous venez de lancer sur la loi audiovisuelle, sur la loi sur la presse de façon générale, écrite et audiovisuelle, et notamment sur la loi audiovisuelle. Ce n'est pas la première fois que l'on traite de ce sujet. Et tous les chefs d'État successifs ont traité de cette question. Et à chaque fois que l'on parle d'une loi audiovisuelle, c'est pour mieux serrer la vis. Vous avez parlé de 190 journaux et de autant de chaînes offshore. C'est dire qu'il y a autant de journaux, peut-être 200 journaux, et peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de chaînes privées. On croit qu'il y a un pluralisme. Il y a autant de chaînes sans pluralisme. Nous ne sommes pas dans une société plurielle du point de vue politique et du point de vue médiatique. Il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de pluralisme. Il y a beaucoup de courants de pensée qui n'ont pas droit de citer. D'autre part, vouloir soi-disant ouvrir le champ médiatique, alors que vous avez un certain nombre de journalistes qui sont en prison, d'autres qui sont en instance, si j'ose dire, d'aller en prison parce qu'on a requis contre eux plusieurs années de détention. C'est dire que l'espace médiatique, et notamment l'espace audiovisuel, n'est pas du tout libre, parce qu'il ne peut pas tout simplement être libre dans le système ou le régime qui est aujourd'hui le nôtre. Et la liberté ne peut pas prospérer dans un régime ou sous un régime dictatorial. Cela est impossible. Il faut absolument que le régime change pour ouvrir ou espérer ouvrir le champ médiatique et politique. Un autre dispositif, en plus de ce qui existe déjà, qui est déjà assez étouffant, pour permettre, nous dit Tebboune, à la liberté d'expression de se manifester librement, mais dans un cadre, rappelle-t-il, responsable. Oui, ce qu'il faut, juste pour revenir sur un plan, juste avant que Karim et Ibrahim ont évoqué, sur les relations internationales, c'est que dans tout notre environnement, au niveau de toutes nos frontières, nous avons des crises majeures. Figurez-vous que la crise du Mali va se régler à Doha, que la crise du Tchad, qui est le pays
qui se situe dans la profondeur stratégique de l'Algérie, Doha a réuni tous les protagonistes suite à la succession familiale, on va dire, de la famille Déby, et beaucoup de problèmes se règlent à Doha actuellement, sans parler qu'ils ont été à l'origine, après la libération des détenus de Guantanamo, afghans surtout, qui ont été à l'origine avec les États-Unis, la France et d'autres puissances et le Royaume et les Britanniques pour l'arrivée des talibans à Kaboul. Ceci étant dit, vous parlez du code de l'information, je crois que Brahim et vous-même avez décrit un peu le nombre de journaux. Mais comment voulez-vous et Brahim a dit une chose qui est très intéressante, il a dit la pluralité n'existe pas. J'aimerais le compléter et je ne lui fais pas offense. La pluralité n'existe pas, c'est vrai, mais elle existe dans la société, alors qu'elle est absente à la fois dans les institutions et à la fois au niveau de l'État. Il faut noter aussi que l'administration dans notre pays, et c'est peut-être ça qu'invoque ou qu'évoque M. Tebboune quand il dit ça ne va pas assez vite, c'est que l'administration a pris une part énorme. Elle a grignoté des pans énormes de compétences et de chemins de compétences à l'État. Ceci étant dit, moi, ce qui m'a frappé, j'ai lu le conseil, le résumé du Conseil des ministres. Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont parlé, qui m'ont interpellé. C'est qu'ils ont dit alors. D'abord, c'est que est-ce que tous ces projets de loi relatifs à l'audiovisuel, à la presse écrite et à la presse électronique, est-ce que les journalistes y ont participé? Comment peut-on parler d'un nouveau code de l'information qui va régir à la fois les télévisions, les journaux, les médias en ligne dans un pays comme le nôtre, alors que les journalistes ne sont même pas impliqués dans l'élaboration et dans un échange, dans des séances de travail ou dans des ateliers? Ça, c'est un. Deuxièmement, un pays qui met un droit de veto à l'information en ne laissant pas publier Radio M et son site, je parle du Matin, je parle de TSA, ça pose problème, ça, au niveau de l'éthique. Et ce qui m'a le plus parlé, c'est concernant les journalistes qui doivent, le journaliste d'investigation et le journaliste, on va dire, académique d'expertise, il doit être encadré. Moi, la question que je pose, c'est pas qu'il doit être encadré de manière répressive, c'est comment donner les pleins pouvoirs à ces journalistes qui font de l'investigation, de les protéger, de protéger leurs sources, plutôt que l'inverse. Ne parle pas de tel dossier ou travailler sur injonction comme pour le secteur de la justice. Et là, dans notre pays, le code doit protéger les journalistes, surtout, protéger leurs sources, à condition, évidemment, il y a des préalables, ne pas attaquer l'honneur, la dignité des gens, rester sur le factuel. Évidemment, vous êtes journaliste, Brahim a été journaliste aussi, c'est couper et recouper les informations et engager sa propre responsabilité quand on écrit son article. Mais moi, je pense encore une fois que c'est un effet d'annonce et que au prochain, quand on arrivera au changement de système, il y aura beaucoup de décrets, beaucoup de lois qui seront abrogées immédiatement. Oui. Alors, Karim Naito Slimane, sur cette histoire, encore une fois, de projet de loi sur l'audiovisuel. Oui, je vais poursuivre sur la même portée que la réflexion entamée par Daïdir, c'est-à-dire c'est un texte de plus. Parce que vous savez très bien qu'en Algérie, je dirais, mis à part quelques journalistes qu'on peut compter sur les doigts des mains, ou peut-être même d'une seule main, et peut-être aussi une ou deux, je pense par exemple à la Radio M, qui quand même essaye de faire un travail au moins politique. Mais pour le reste, il n'y a pas de journalisme en Algérie, ni d'investigation, ni un journalisme d'analyse, ni un journalisme d'expertise, ni un journalisme politique. Il y a de l'animation, il y a des animateurs qui parlent, qui animent des émissions, des journaux, des sites internet, que ce soit sur le foot, sur la cuisine,
sur pas mal de sujets, et même lorsqu'ils traitent de politique, en fait, ils le font justement pour ne pas parler politique. Voilà. Sinon, en Algérie, même s'il y a 40 chaînes télévisées, il y a des journaux et tout ça, mais on sait très bien qu'il y a un seul directeur de rédaction, c'est la police politique. Je ne sais pas combien de personnes qui sont chargées d'occuper ces fonctions-là, qui distribuent l'information, la bonne information qui convient au régime, qui convient au système, et qui la distribue en cascade. Elle sort de leur bureau obscur, de leurs officines, et puis de leur bureau, et puis elle est distribuée sur toutes leurs officines. Et donc, généralement, ça passe par le journal du 20h. Et puis, vous avez la version du journal du 20h qui est remasterisée, remise reprise sous toutes les sauces, on rajoute, voilà, mais on garde quand même la recette principale, la tendance principale. Voilà. Et donc, ce texte-là n'aura tout simplement aucun sens. Alors, dernier tour de micro. Je vous demanderai de ne pas dépasser les 2 minutes chacun. Saïd Bouteflika a été condamné à 8 ans de prison ferme. Pourquoi? Pour avoir été derrière le financement occulte de la campagne électorale du 5e mandat et notamment de financer une chaîne de télé, rappelant que M. Saïd Bouteflika a pris la commande du pays à la moitié du 3e mandat de son frère, quand celui-ci a eu un AVC. Et il l'a fait réélire à un 4e mandat alors que M. Bouteflika ne se rappelait même plus comment il s'appelait, et que M. Saïd Bouteflika était le vrai maître du pays, que l'armée était à ses pieds, que c'était lui qui avait mis en place tout un système mafiocrate, qui avait dilapidé des centaines de milliards de dollars, et tout ça, à la fin, il n'a jugé que pour cette affaire de financement occulte d'une campagne électorale. Tentez de dire tout ça pour ça, Brahim Younsi, dernier tour de micro. Il ne faut pas oublier que le président actuel a fait partie de cette équipe de Saïd Bouteflika. Il a été ministre. Ce que vous dites et Premier ministre. Et Premier ministre. Premier ministre, absolument. Ouais. Absolument. Ce que vous dites est vrai. Mais j'ai comme l'impression que, et c'est plus qu'une impression, que le pouvoir en place utilise le duo Saïd Bouteflika et Ali Haddad comme les Américains ou les États-Unis utilisaient dans les années 30 Bonnie and Clyde. Est-ce que c'est les deux seuls, j'allais dire, criminels, bandits du pays? Certainement pas. Certainement pas. Le pouvoir illégitime ou le pouvoir sans légitimité de faire croire au peuple algérien que le mal originel serait ou viendrait de ce duo. Cela est totalement faux. Et ils veulent absolument, d'une certaine manière, banaliser, comme dirait Hannah Arendt, banaliser le mal. Quand on voit Ali Haddad et Saïd Bouteflika aujourd'hui, on a presque pitié, on a vraiment presque pitié. Ils sont réduits à la portion congrue de ce qu'ils étaient. C'est dire qu'en même temps qu'on les présente devant les tribunaux, parce qu'en Algérie il n'y a pas de justice, il y a des tribunaux, mais sans justice, c'est que ces hommes-là, de plus en plus, banalisent le mal originel. Merci, Brahim Younsi. Et Idir Ounoran. Moi, j'avais souligné, j'avais mis un avis déjà quand il y a eu les premières arrestations. J'ai dit tout simplement, et je vais juste être trivial, on nous a mis des têtes de gondole pour calmer éventuellement le peuple du Hirak qui exigeait justement l'abandon du 5e mandat, qui exigeait la liberté tout simplement et la lutte contre la corruption. Or, il se trouve qu'on nous a mis des têtes de gondole uniquement. Quand j'entends M. Tebboune dire on va s'attaquer à la corruption, alors qu'il est lui-même le produit d'un système qui est à la fois corrupteur et corrompu, et qu'il n'a pas, si vous voulez, initié de démarches fortes
qui aurait pu lui donner un peu de crédit, non pas en luttant simplement contre la corruption qui est matérialisée, mais c'est surtout en luttant sur les conditions de l'émergence de la corruption. Et c'est ça qui est important. Quand vous avez des institutions et des ministères régaliens où il y a le plus de corruption possible, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, à travers les douanes, à travers les impôts, à travers le cadastre, à travers, etc., etc. Donc, le cas de M. Saïd Bouteflika ou de ses camarades qui sont emprisonnés, j'ose espérer que c'est une justice juste, ce qui m'étonnerait. Quand on voit les peines de prison qui ont été infligées à certains ministres, à certains walis qui sont déjà sortis de prison, alors que des hiératistes, pour un simple délit d'opinion, pour un simple poste, pour une opinion politique, se retrouvent incarcérés et avec des verdicts de premier appel de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Je crois que là, il y a une anomalie à traiter. Et ce que je dis, ce pouvoir n'a qu'une seule ambition pour nous en tant que peuple. C'est nous réprimer, c'est nous contrôler, c'est nous mettre tous, je dis bien tous, pratiquement sous contrôle judiciaire, en utilisant évidemment tout l'arsenal juridique, en criminalisant la vie publique. Donc c'est tout ça, c'est un chantier immense qui nous attend tous. Mais ce qu'il y a, encore une fois, moi je tiens à dire que même pour 2013, vous l'avez évoqué, au premier accident de santé de M. Bouteflika, je suis désolé, l'état-major de l'époque, celui qui était dans la continuité, et les nouveaux ne peuvent pas s'exonérer de cette responsabilité, parce qu'à l'époque, on aurait pu essayer de corriger le tir. Donc il ne faut pas que le commandement militaire ou ceux qui sont chargés de prendre des décisions non démocratiques et surtout sans contrôle démocratique puissent faire leur mea culpa. Ça peut paraître naïf, mais en tant que citoyen, moi je suis intimement convaincu que leur responsabilité est entièrement engagée dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Karim Naïtou Slimane, vous avez le mot de la fin. Oui, moi je pense qu'ils veulent absolument éviter le véritable procès politique, parce que si on va dans le fond du dossier, on sera obligé de faire le procès de toute l'équipe qui est aux commandes en Algérie, au moins depuis les 20 dernières années, hein, au minimum. Sinon, après, comme c'est les mêmes, il faudrait remonter aux années 90, voire même un peu avant. Donc, le régime, pour s'éviter tout cela, essaye de se concentrer sur le financement, soi-disant, du 5e mandat, alors qu'ils auraient pu aussi, ne serait-ce que traiter le dossier du 4e, et avant le financement du 3e, et avant aussi du 2e, et tout ça. Donc, le régime veut éviter son procès, le procès du régime, qui pourrait passer à travers le procès de Saïd Bouteflika. Mais je le redis encore une fois, c'est qu'en Algérie, le système ne participera jamais à sa propre élimination. Vous voyez, sauf par bêtise. Peut-être il peut provoquer des choses dont on pourrait parler une autre fois. Mais de manière, en tout cas volontaire, le système est en train de tout faire pour réorganiser sa maison. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, le Tebboune déclaré, tout ça, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. En fait, on le laisse, excusez-moi le terme, pérorer, on le laisse amuser la galerie pendant que le régime est en train de réorganiser sa maison. Il est en train de se réorganiser pour se réinstaller pour les 20 prochaines années, pour les 20-30 prochaines années. Le mandat Tebboune est un mandat de transition. Non pas de transition vers la démocratie, mais de transition dans le sens de période de réorganisation pour le système, pour évidemment sa continuité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant en tant qu'observateur, en tant que militant, en tant qu'activiste, sur le fait de ne pas suivre les lignes tracées par le régime et sa police politique médiatique. Il faut qu'on impose nous-mêmes notre propre vision qui s'inscrit dans une autre feuille de route, qui est la feuille de route pour l'instant de la résistance, de l'organisation et la réorganisation de l'opposition, la véritable opposition radicale, pour le changement justement radical de ce système, pour aller vers un véritable système démocratique institutionnel.
Karim Naïtou Slimane, merci. Ibrahim Younsi, merci. Diroun Nourn, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Au sujet de M. Tebboune, dont on nous dit aujourd'hui, autour duquel on fait de gros communiqués, que le monde entier est en train de souffler enfin de l'arrivée de M. Tebboune, qui est venu remplacer un régime mafiocrate, un régime, et d'ailleurs lui-même le dit, j'apporte l'Algérie nouvelle, contrairement à la mafiocratie qui existait. Alors nous allons vous passer quelque chose que nous vous avons déjà passé de M. Tebboune, où vous allez découvrir, si vous ne le saviez déjà, que M. Tebboune a toujours fait partie de ce régime et qu'il était même un fervent et zélé serviteur de ce même régime dont il nous dit aujourd'hui qu'il est venu le remplacer pour permettre l'avènement de l'Algérie nouvelle. هاولا هبطنا en 2014 السلم الاجتماعي مشى. دونك جو دي اون ترافاي لا ماس قال الدراهم ما بقاوش والازمه راها هنا والمشاريع حبست اي اون فا بلي لونسي دو لوجمون اللي دا واللي ما داش تفرط فيه سي كوم سا. ميم الاحتجاجات على مستوى الدواور هذه هي في بعض الاحيان جو لو دي نقولها بصفه رسميه ونكرر باسكو انا راني في سنه نقول فيها نفس الكلام. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. السكنات تتبنى، الشيء اللي مبرمج يتبنى ونبرمجوا سكنات اخرى. هذا ما كان. اللي عجبه الحال عجبه المواطن ان شاء الله يدير لك سموه. اللي باغي يشوف هذه البلاد تتحرق ولا باغي يدخل المرادية على قصر على ظهر دبابة نتاع لوطو يستنوا. مازال الحال. نبرمجوا سكنات اخرى برمجه يبرمجوا سنبرمجوا يعني سي لو فيتور.